Nous allons entendre maintenant M. Jean Wahl, un philosophe parfaitement informé de toutes les doctrines, qui en connaît les subtilités et les apories. Un philosophe aussi sensible aux arts et qui les pratique avec bonheur. Un philosophe attentif aux jeunes, qui sait les accueillir et les guider. Un philosophe aussi dont l'œuvre s'applique à nous guider vers le concret. C'est le titre d'un de ses livres. Monsieur Jean Wahl est vice-président de la Société française de philosophie. Il est le directeur de la grande et belle revue qu'est la revue de métaphysique et de morale. Il anime également le collège philosophique qu'il a créé, et au collège philosophique, il a tenu récemment, en l'honneur de Bergson, une séance particulièrement brillante. Je donne la parole à M. Jean Wahl. C'est d'une sorte de silence que je vois monter et remonter la figure d'Henri Bergson. Une zone de silence l'entourait, soit qu'on vint chez lui, soit qu'on alla l'écouter au Collège de France, parler de Spencer, parler de Barclay, de Plotin ou de Spinoza, dont peut-être il était plus proche qu'il ne paraissait au premier abord. J'ai eu cette joie, ce privilège d'un contact avec un grand philosophe. Aujourd'hui, je ne voudrais pas le séparer de ceux qui furent ses amis. Je voudrais mentionner William James, le grand philosophe d'Amérique, le roi. Je voudrais aussi mentionner, mais on les a déjà cités, Peggy. Je voudrais citer Thibaudet et Whitehead. Et je me rappelle particulièrement une conversation où deux noms furent prononcés par Whitehead durant ma visite, ceux de Bergson et ceux de Gilson, qu'il chérissait également, et j'ai plaisir à saluer ici la présence d'Étienne Gilson, qui hier a si magnifiquement défendu la mémoire d'Henri Bergson. J'appartiens et j'ai appartenu à plusieurs milieux hostiles, il faut bien le dire, à Bergson. Et ces milieux, je les ai tous aimés beaucoup. L'école normale, d'abord. Ce n'était pas très bien en 1907 ou 8, j'hésite à me rappeler la lointaine année, d'écrire un article en faveur de Bergson. On se classait parmi les bergsoniens, c'était très mal. Aujourd'hui, nous sommes heureux à la Sorbonne de célébrer la mémoire de Bergson dans cette salle immense et magnifique. La Sorbonne n'a pas toujours été très aimable pour Bergson, et Bergson se l'est rappelé encore récemment. Un journal se faisait l'écho de ses souvenirs. Dans les milieux littéraires, la Nouvelle Revue Française, dans son ensemble, était hostile à Bergson, mis à part Thibaudet, qui l'admirait beaucoup et qui a écrit sur lui un très beau livre qui va de pair avec celui de Jean Kelevitch. Et je suis allié aux philosophes de l'existence. Deux des plus illustres philosophes de l'existence sont parmi nous, et peut-être le public a-t-il senti toutes les réserves qu'ils faisaient devant la philosophie de Bergson, qu'ils admirent en même temps. Je me rappelle quelques conversations avec Bergson sur la science, sur la philosophie. J'admirais la multiplicité des démarches de sa pensée. Il faudrait, si l'on l'étudiait, et nous n'avons guère de temps, il faudrait distinguer ses méthodes critiques, ses critiques d'idées, ses dissociations d'idées, et aussi ses hypothèses, et aussi sa façon de suivre les faits,
et les lignes de fait, d'établir des certitudes provisoires, d'établir aussi, après, des certitudes définitives. Il y a tout un vocabulaire qu'il faudrait étudier, le mouvant, le vécu, le se faisant. Son premier livre, Les données immédiates, c'est un effort vers les données immédiates, car dialectiquement, si on peut se permettre ce terme pour lui, il pense que l'immédiat doit se conquérir. Mais cet immédiat conquis nous offre l'absolu. Et par opposition à l'agnosticisme de la plupart de ses contemporains, Bergson a voulu montrer que nous sommes de multiples façons en contact avec l'absolu. Même dans la science, qui nous met devant un absolu qui est la matière, dans la perception, qui nous met dans l'objet lui-même, au point haut, comme il dit, de l'objet. Et au-dessus, il y a des absolus de l'esprit. De sorte que, si le mot n'était pas employé pour d'autres doctrines, on dirait volontiers qu'il y a un gnosticisme chez Bergson, une affirmation de la cognoscibilité de l'absolu. Il a voulu toujours chercher le pur et le plein. Le pur par ses méthodes de passage à la limite. Et le plein parce qu'il pense que les concepts ne rempliront jamais cette plénitude de l'intuition. Il présente multiple avec les images telles qu'il les dépeint au début de Matière et Mémoire, en dépassant ainsi réalisme et idéalisme dans quelque chose qui était inouï à ce moment dans la philosophie. Un effort pour dépasser les deux doctrines opposées. Mais au-dessus, il y a tous les plans de l'esprit, les tensions, et au-dessous, il y a l'élan vital. Je me rappelle son article sur l'intuition philosophique, qui est, pour tout historien de la philosophie, une leçon, afin qu'il ne s'arrête pas aux structures des systèmes, ni aux contradictions, ni aux multiples emplois des mots, et pour qu'il voie l'unité de la vision. Et je crois qu'on peut dire, j'ai déjà employé le mot dialectique, je crois qu'on peut dire qu'il y a chez Bergson une dialectique destructrice, une dialectique descendante, une dialectique ascendante, et finalement une destruction de la dialectique pour la vision de ce geste simple qui est au fond de l'univers. Peu de penseurs ont été aussi audacieux que Bergson, car il nous a fourni une description de tout l'univers tel qu'il se présentait à lui, chaque fois en partant de certains faits précis qu'il essayait, à la suite des savants, mais en critiquant au besoin les savants, d'établir le plus précisément possible. Aussi, je me suis imaginé un moment que s'il fallait dire les quatre grands philosophes, on pourrait dire Socrate, Platon, en les unifiant peut-être, Descartes, Kant et Bergson. C'est-à-dire des philosophes qui nous ont tournés vers nous-mêmes, qui, chacun à sa façon, a prononcé le « connais-toi toi-même ». Mais en même temps, nous avons vu qu'il nous place dans l'absolu. Nous ne sommes pas séparés du monde, de l'univers. Il dépasse peut-être les ontologies qui lui ont succédé, les idées de néant et d'être, et il prend place parmi les très grands philosophes, c'est-à-dire qu'à la fois il rejoint deux des premiers philosophes, Héraclite et Parménide. Héraclite par le mouvant et l'affirmation du mouvant, Parménide par l'affirmation de la plénitude de l'être. Et en même temps, il voit qu'au-delà, il peut y avoir quelque chose. Il s'interroge malgré tout. Sur sa table, je voyais toujours les torrents de Madame Guyon, car c'est par Madame Guyon qu'il a été à cette compréhension qu'il a eue de l'expérience mystique. Il me semble que la méditation de Bergson peut nous servir comme d'une purification, comme d'un mode d'interrogation. Bergson et nous, c'est le titre du congrès, mais je mettrai volontiers l'accent
sur Bergson, nous devons l'interroger, nous interroger devant lui. Et en m'interrogeant sur lui et devant lui, je vois présent ces deux modes de souvenir qu'il a distingués. Le souvenir de Bergson devant moi, jadis, et puis ce qu'il est dans ma durée vécue. Il y a Bergson tel qu'il était, et il est présent tel qu'il était, il est là en ce moment, et puis il s'est incorporé à nos durées, à tous, nous philosophes qui sommes là, et c'est simplement ce que j'ai voulu dire ce soir.